Coucou Inès, comment ça va? Coucou Aïcha, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, bah écoute, très très bien. Belle matinée, belle journée, bien énergisée. Donc Bah, je alhamdoulilah, suis tout va bien. ravie. Et toi? Tout va bien. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Merci d'avoir répondu présente. Merci à toi pour l'invitation. Inès, on va commencer par le commencement. Quel âge tu as? Alors j'ai 36 ans de Ok. mémoire. Et où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi à Casa. Je suis née, j'ai grandi à Casa. On a passé un petit moment avec ma famille en Suisse, donc à Genève, où en fait moi on habitait avec ma famille à Genève et puis j'allais à l'école. En fait, je traversais la frontière pour aller à l'école et donc j'allais à l'école en Haute-Savoie, dans un petit village qui s'appelle Collonges-sous-Salève. Voilà, Ok. on y est resté quelques années avant de revenir au Maroc, donc à Casa toujours, heu, pour pouvoir, finir ma scolarité et après avant de repartir encore, faire mes études, en France et ailleurs. Et alors, est-ce que tu te souviens, enfant, quel métier tu rêvais de faire? Je me rappelle, je me rappelle, tu sais, quand j'étais petite, j'étais fan de Titanic. En même temps, qui ne l'était pas? Tout à fait. C'est vraiment un film incroyable et je me rappelle un jour avoir été à l'école et je disais au garçon qui était à côté de moi à la cantine, je lui disais: «Un jour, je deviendrai une actrice célèbre». Il me regarde, il me fait: «Ouais, OK, ça marche». Mais en fait, je voulais devenir une actrice célèbre parce que j'ai tellement adoré avec le film que du coup ça m'a donné envie de faire ce métier-là. Après c'est sans regret d'avoir changé, d'avis, hein, enfin, mais c'est vrai que j'avais continué, j'avais fait du théâtre, j'avais fait pas mal de petites scènes comme ça et ça m'avait vraiment, vraiment beaucoup aidée. Étant introvertie, ça t'aide vachement, tu vois, genre quand tu parles publiquement, de faire du théâtre, moi je sais que ça m'avait quand même vachement, vachement aidée à aller vers les autres et à aller de l'avant. Donc Et voilà. alors, une fois le bac en poche, tu disais que donc tu es retournée en France pour étudier. Qu'est-ce que tu as Ouais. étudié? Alors une fois le bac en poche, sans grande conviction, j'ai fait une prépa, donc j'avais fait une prépa, HEC. Heu, honnêtement, c'est vraiment le choix que tu fais quand tu es pas trop mauvais à l'école, mais en même temps, bah, tu sais pas trop quoi faire. Hem C'est ça ce qui est un peu dommage, mais sans regret parce que, j'ai longtemps été fâchée avec la prépa et avec l'école de commerce, hein, parce que j'ai fait mes 2 ans de prépa, après je suis allée à l'EM Lyon et c'est vrai qu'après les 2 ans de prépa où tu passes énormément de temps à être challengée intellectuellement, à être poussée, à vraiment à ce qu'on sorte le meilleur de ce que tu puisses faire académiquement et en fait après ça, c'est le néant, c'est le vide total. Donc en fait, il y a aucun bridge, il y a aucun pont entre la prépa et l'école de commerce et c'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit: «Mais c'est quand même dommage, en fait, tu fais tout ça pour ça et à la fin, tu n'en retiens rien». Bon, alors dernièrement, j'ai fait la paix, hein, avec mon parcours parce que, globalement, ce qui m'a permis de faire, c'est d'avoir la liberté de choisir ou même la liberté de me dire que tout était possible et que je n'avais pas besoin de me limiter à ce que j'avais étudié. Globalement, dès que tu arrives à l'EM, on te dit, bah, enfin, ton parcours, il est entre tes mains. C'est globalement toi qui décides de faire ce que tu veux et c'est complètement vrai. Enfin, c'est juste que, pour une fois dans ta vie, il y a pas quelqu'un qui te tient par la main et qui te dit: «Alors, la meilleure option, c'est celle-là et puis la deuxième meilleure, c'est celle-là». Là, c'est à toi, en fait, d'aller ouvrir les portes, d'aller poser les questions, d'aller demander. J'ai eu l'opportunité de faire un double diplôme avec, Centrale Lyon que j'ai pas fait. J'ai eu une opportunité de faire licence droit avec l'EM, j'ai pas fait. Moi, ce que je voulais, c'était voyager. Donc j'ai construit mon parcours de façon à voyager le plus possible pendant mon cursus. Ce qui fait qu'en tout et pour tout, j'ai dû passer, 1 année scolaire et quelques mois à l'EM, mais pas beaucoup plus, tu vois? Et je remercie en fait, ce parcours en fait aussi d'autoriser ça, hein, de permettre en fait de pouvoir, construire des petits blocs et puis d'aller, faire le tour du monde. J'ai pu aller en Chine, j'ai pu aller aux États-Unis, j'ai pu aller au Brésil et ces ouvertures en fait, c'est aussi l'EM, qui me les a permis donc j'ai eu le temps de faire, ma paix avec ce parcours, for sure, tu vois? Après, c'est vrai qu'en sortant de là, tu te sens pas complet.
Mmh. Tu te sens pas complet, mais je pense comme tout cursus. Et alors justement, Mmh. comment tu te sentais, à l'idée de rentrer sur le marché du travail? Après le M, Une fois bah, diplômée, ouais. écoute, la vérité, j'étais encore matrixée, on va pas se mentir. C'est que, tu sais, je vais pas parler au nom de tous les Marocains. Nous, en fait, culturellement, on a ce souci de tu vois, genre, nous les Marocains, on n'a pas la même problématique que les gens qui viennent des pays occidentaux. On vient d'un survival state, tu vois? On est éduqué autour d'un survival state. Ça veut dire que il faut que tu fasses des études, oui, mais il faut que tu fasses des études qui te permettent d'avoir accès à un métier qui paye, pas un métier de passion. Il faut que tu puisses bien gagner ta vie. C'est hyper Mmh. important parce que tu as ce mécanisme, même si tu viens d'une famille bourgeoise, même si tu dois bien gagner ta vie, c'est hyper important. Donc du coup, je sors de l'EM, j'allais pas aller faire commercial chez Darty. Enfin, pour moi, c'était inenvisageable. Tu vois? Tu sors de l'EM, il faut que tu sois en conseil parce que ça paye bien, parce que c'est prestigieux. Il faut que tu sois en banque parce que ça paye bien, c'est prestigieux. Et en fait, c'est toujours, cette matrix un peu qui te domine, où tu te dis: «OK, enfin, il faut juste que j'assure mes arrières, faut que je puisse m'en sortir, faut que je puisse être autonome financièrement». Et en fait, cet esprit, cet état de survival state, tu vois? Enfin, est hyper important, j'ai l'impression chez nous, tu vois? Je connais pas beaucoup de personnes qui, au Maroc, de Marocains en tout cas, qui se sont dit: «OK, moi je vais aller vivre, de ma passion, voilà, enfin, je vais aller faire, ébéniste ou cuisinier». Non, mais enfin, Mmh. ça n'existe pas chez nous, tu vois? Donc c'est vrai qu'en sortant de là, j'étais en mode: «OK, I still have to make it». Tu vois? Genre je dois assurer mes arrières. Hem, donc voilà, j'ai fait du conseil, c'était un très bon apprentissage encore une fois, beaucoup de rigueur, beaucoup de problem solving, de business sense. C'est un métier école si tu veux. Je suis rentrée dedans, forcément pas avec grande conviction, mais par nécessité, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'au bout de quelques années, force de pousser, parce que aussi tu pousses et puis à cet âge-là, tu sais, tu as 23-24 ans, 25 ans, ton corps, tu as l'impression qu'il est invincible. Tu penses que tu peux tout faire. Tu penses que tu peux faire des nuits blanches et tenir et le lendemain revenir et puis attaquer. Mais en réalité, c'est pas durable, c'est pas normal, c'est pas durable et en fait, on sait pas encore écouter notre corps à cet âge-là, et puis nos parents ne nous l'ont pas appris parce que, ben, encore une fois, hustle culture, tu vois? Genre tu dois Push, bosser, push, push. push, tu fais du mieux que tu peux, le meilleur et jusqu'à ce que tu tombes, en fait. Et c'est vrai qu'à un certain moment, je suis arrivée, à des limites physiques, quoi. Où j'étais pas capable de donner beaucoup plus. Je me levais le matin, j'allais au travail, mais j'allais dans un état, en fait, de dissociation. C'est quand même assez fou, où tu te retrouves, voilà, je pour être très honnête, même avec des pensées parfois suicidaires et tout, tu te dis: «C'est quand même assez dingue, en fait, d'en arriver là à cause du taf». Donc ça a été un peu un wake-up call pour moi, en fait, ce burn-out parce que je tombais malade physiquement, tu vois? Enfin, déjà, j'allais pas bien, mais je suis aussi tombée malade physiquement, donc mon corps ne suivait pas. Je me suis retrouvée aux urgences pas mal de fois et tout. Et du coup, à un moment, tu te dis: «Je stop, quoi». Enfin, il y a un moment, stop. Mais le truc, c'est que quand ça arrive, ouais, quand ça arrive, tu sais pas ce qui t'arrive et tu as l'impression que c'est la fin du monde. Parce que comme toute ta vie, tu as été en marche avant, en marche avant, en marche avant, en marche avant, jamais, en fait, tu t'es arrêté pour te dire: «What's going on, en fait? Qu'est-ce qui se passe?» Qu'est-ce que je et tu es bloqué, tu es en mode: «Mais c'est quoi la suite? Qu'est-ce que je dois faire? Je peux pas rester comme ça à rien faire. Enfin, faut que j'avance, faut que je continue, ça peut pas s'arrêter». Alors qu'en réalité, la seule chose qu'il y a à faire à ce moment-là, c'est s'arrêter. Mmh. Et c'est S'arrêter. vrai qu'il y a à l'époque, on était aussi beaucoup moins éduqués aux signes du burn-out. Ah Faut le dire. Il mais y avait pas du tout ces conversations dans le milieu professionnel et surtout à nos âges, en effet. ouais, ouais, non, non, pas du tout, pas du tout. Est-ce que tu te souviens du moment où justement tu dis: «Stop, c'est assez»? Franchement, j'étais en larmes au boulot et ça voulait pas s'arrêter. Je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit: C'est pas possible de continuer comme ça». Tu vois, quand tu te retrouves en larmes, enfin, c'est pas. Tu vois, genre toute ta vie, tu essaies de tenir et de faire la meuf forte, tu vois, qui pleure pas, qui gère et tout, mais en vrai, quand ça quand ton corps reprend le dessus,
c'est là où tu te dis: «C'est énorme», tu vois? J'ai eu beaucoup de chance parce que ça tombait avec la période estivale et qu'il y avait pas beaucoup de monde au travail, donc en fait, ça m'a permis aussi de poser les réflexions, d'aller voir, les médecins, de voilà, de parler beaucoup, beaucoup avec mon chéri, tu vois? Genre de se dire, en fait: «Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça?» Aussi de partager avec d'autres personnes qui ont vécu ça, tu vois? And that's okay. That's okay. Parce que c'est vrai que la première fois quand tu le vis, tu te dis, enfin, I'm a failure. Tu vois? Enfin, ça y est, tu vois? Je suis complètement nulle. Mais je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus courant, qu'on ne le pense et fort heureusement, les gens en parlent de plus en plus. Comment Ouais. est-ce que tu as réussi à aller mieux? Honnêtement, je sais pas si j'ai adopté la meilleure des méthodes, le temps. Le temps, être correctement entouré. Maintenant, avec du recul, je te dirais, s'il y avait quelque chose à faire, c'est genre juste reconnecter avec des activités manuelles. Tu vois? Enfin, aujourd'hui, je sais que quand je vais arriver à un état de saturation, le seul truc qui me ground, en fait, qui me ramène, c'est se dire, en fait: «J'arrête tout et je fais des choses manuelles», en fait, de peu importe ce que c'est. Est-ce que c'est de la peinture? Est-ce que c'est tu fais des petits bracelets en perles? Enfin, reconnecter avec avec tes mains. Après c'est moi, c'est ma Qu'est-ce que méthode. ça t'apporte, toi? En fait, ça rapporte une espèce de distanciation du temps. Le temps n'importe plus. Ce qui importe, c'est le next step. Tu vois, quand tu fais un truc répétitif, tout ce qui importe, c'est pas, oui, d'atteindre cet objectif, ouais. C'est juste le truc d'après, en fait. That's it. Tu vois? Mmh. Et en fait, it grounds you. Vraiment, ça t'ancre. Et ça te fait voir que le temps n'a plus d'importance, tu n'as pas besoin de courir derrière Mmh. et que tout ce qui est important, c'est le moment présent que tu vis aujourd'hui et ce que tu décides être l'étape d'après. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup sous-estimé, tu vois? La mindfulness de manière générale, vas-y, parle-moi de ça quand j'avais 20 ans. Mmh mh. Impossible, tu peux pas écouter, tu vois? Enfin, ça n'avait aucun sens pour moi. Et puis même, tu comprends pas ce genre de termes. Tu te dis: «Mais qu'est-ce que tu racontes, en fait?» Ça te dépasse entièrement. Bah, écoute, c'est peut-être que c'est la sagesse qui m'a C'est rattrapée, ça. tu vois? J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'en fait, juste, même maintenant, quand je vais pas bien, je vais entrer en cuisine et je vais me mettre à faire un truc, tu vois? Soit faire un pain, soit faire une pâte, un truc qui demande du temps, tu vois? Couper des gâteaux, des trucs, qui emmène ton esprit à l'intérieur de ce que tu fais et c'est la seule chose qui importe à ce moment-là. Donc toi, c'est le temps qui t'a permis de te relever du burn-out. Quelles sont ensuite, bah, les actions que tu as mis en place? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors après le burn-out, j'ai pris le temps en fait avant de démissionner parce que j'avais envie de prendre le temps en fait. Je savais que j'allais déconnecter avec mon taf, mais j'avais besoin de prendre le temps pour démissionner. Et puis c'est à ce moment-là où avec mon chéri, on s'est dit qu'on allait rentrer au Maroc et on s'est mis à organiser notre mariage. Donc en fait, même l'entourage, hein, enfin, bien sûr, le temps m'a beaucoup aidée, mais l'entourage, mon chéri, ma famille m'ont beaucoup aidée à passer, en fait, m'aider à reprendre, tu vois, à me reconnecter avec moi-même et à conserver, en fait, cette estime de soi qu'on a, tu vois? Parce que si j'étais restée avec le milieu, c'est clair que j'aurais pas pu me relever, mais en fait de te reconnecter avec d'autres, bah, ta famille, tes amis, les gens qui t'aiment, tu réalises en fait, tu conserves ton estime de toi. Donc voilà, c'était à ce moment-là qu'on a décidé de rentrer au Maroc. On a organisé notre mariage, donc effectivement, comme je te disais, en fait, le fait d'organiser mon mariage, ça m'a permis aussi de passer beaucoup de temps, gérer des petites choses, tu vois? Et j'étais pas dans le mood, «Oh my God, faut que ce soit parfait, faut que ce soit magnifique». En fait, pour moi, c'était un plaisir. C'est comme organiser une soirée, donc en fait, ça me faisait plaisir d'organiser des petites choses, de faire un peu de décoration, d'aller chercher, quoi faire et du coup, ça m'a aussi permis de reconnecter un peu avec ma créativité, avec, mon côté un peu, organisation d'événements, tu vois? Enfin, ça te permet de reconnecter avec d'autres, qualités que tu avais oubliées quand tu étais en conseil parce que c'est pas des choses qu'on te demande, en fait, dans ton taf. Donc ça a été très sympa de faire ça.
Après, bah, on s'est mariés, tout s'est bien passé, c'était une super soirée, Mmh. franchement c'était top et après je me suis dit: «Bon, bah, écoute, maintenant, et puis ah non, attends, mais avant, en fait, avant qu'on se marie et pendant que j'organisais mon mariage et que je refusais de chercher un travail parce que pour moi, c'était pas le moment et qu'il fallait vraiment que je prenne le temps, en fait, j'accompagnais Si Mohamed parce que, bah, c'est lui qui avait créé, en fait, qui avait l'idée de créer Yazid. Donc il était en train de tout organiser pour sa petite marque, tu vois? Genre, il en parlait depuis des années de Yazine et tout, depuis qu'il était en école de commerce. Il parlait de Yazine, il parlait de Prodigia qui est le labo, mais en fait, quand il est rentré, il y avait pas grand-chose. C'était assez rudimentaire en termes de ce qui était fait. Donc il s'y est mis à fond et bah, du coup, moi, comme, bah, je l'adore et que j'aime beaucoup passer de temps j'aime bien passer du temps avec lui, bah, en fait, je passais beaucoup de temps avec lui aussi et puis on s'aidait beaucoup, tu vois? Genre dans les différents trucs et puis je lui donnais mon avis sur différentes choses, sans pour autant que je sois forcément ultra investie à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on faisait, toutes ces petites choses-là à 2. Voilà, arrive le moment où, bah, après le mariage, vie sérieuse, doit reprendre. Je dois chercher un travail et en fait, bah, quand tu rentres au Maroc et surtout quand tu viens de France, l'avantage, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent te connecter, enfin, qui viennent se connecter à toi assez facilement, donc le marché du travail marocain est plutôt en recherche de des parcours comme les miens. Du coup, je commence à passer des entretiens, notamment dans tu sais, de la banque privée, des trucs comme ça. Donc pas très loin de ce que je faisais avant, mais bon, je me suis dit: «Beh, c'est au Maroc, la dynamique est différente, tu vois? Enfin, on va faire les choses différemment, c'est la famille et tout» et du coup, je passe des entretiens et je passe le premier, ça se passe très bien, je passe le deuxième, ça se passe très bien, je passe le troisième et bah, la personne, donc une femme, hein, qui me fait passer l'entretien me dit, «Non mais nous, on a un rythme de travail, qui est très acharné. On finit, très souvent à 2 heures du mat, j'espère que ça te dérange pas». Bah, si, je suis désolée, mais en fait, c'est pas normal de faire bosser les gens jusqu'à 2 heures du mat. Quand on a des choses à faire et qu'on a des tu vois, genre des deadlines et bah, bien sûr, tout le monde se serre les coudes et tout le monde reste jusqu'à 2 heures, 3 heures, même 4 heures du mat s'il le faut pour pouvoir clôturer le sujet. Il y a pas de sujet là-dessus, tu vois? Mais en fait, en faire une habitude de Une rentrer norme. chez soi à Mmh. 2 heures du mat, je suis désolée, moi je suis pas là pour faire du présentiel. Je préfère pas, c'est pas une culture à laquelle, j'adhère. C'est ça ce qui a causé aussi mon mal-être auparavant, donc non en Tu fait. tu as appris ta leçon cette fois. Ouais, enfin là, moi et j'étais hyper claire parce qu'en fait j'avais rien à perdre. Je me disais: «Mais je suis pas un». Non, quitte à trouver le bon boulot, on trouve le boulot qui me permet d'être épanouie, de reconnecter avec ma confiance en moi, mon estime de moi, qui me permet d'avancer, dans les échelons que j'ai envie d'entreprendre et surtout où je me respecte et je respecte aussi ma famille, tu vois? Enfin, les gens avec qui j'ai envie de passer un bon moment le soir à dîner, tu vois? D'avoir des week-ends et c'est à ce moment-là où je lui dis: «Non, je pense qu'on n'est pas d'accord sur les fondamentaux». Et bon après ils étaient en mode: «Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, Oui, mais en fait non. En fait ça fait, tu vois? Enfin, tu sais quoi? Je suis fraîchement mariée, j'ai pas de crédit, j'ai pas de voiture, j'ai rien à perdre, j'ai un petit coussin de sécurité que j'ai réussi à me construire grâce à mes années de travail. Si j'ai un risque à prendre, c'est maintenant». Donc je lui dis: «En fait, je refuse l'offre, merci beaucoup et tout, mais en fait, je vais être avec mon mari». «Non, mais c'est une très grosse erreur, il y a rien, qu'est-ce que vous allez faire?» Que là, bah, écoute, il y a rien, oui, il y a rien, bah, écoute, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant, on peut à la limite s'enfermer et bosser jusqu'à 2 heures du mat, mais on sait pourquoi on le fait. Donc voilà, c'est à ce moment-là où on a décidé avec Mohamed de se mettre ensemble et je me rappelle, je lui ai dit: «Bon, bah, voilà chérie, j'ai pris une décision, on va commencer à travailler ensemble et tout». Il m'a dit: «Mais tu es sûre?» Je dis: «Oui, je suis sûre». Il fait: «C'est ta décision, c'est pas la mienne». Et «Oui, oui, c'est bon, c'est ma décision» et en fait, c'est comme ça que qu'on a commencé à bosser ensemble sur Yazine et donc c'est vrai qu'à cette époque-là, Yazine était mais balbutiante, c'est-à-dire qu'il y avait pas grand-chose. On avait quelques produits, on bossait, en fait, quand on est rentré bah, du coup au Maroc, il y avait,
le papa de Simon qui l'avait accompagné pour, tu sais, il fabriquait des petites savonnettes et puis il y avait un autre chimiste qui avait mis en place quelques produits, des shampoings, des laits pour le corps, des crèmes et tout et donc voilà, ça c'était l'état des et puis on avait beaucoup d'huile. On avait l'huile d'argan, l'huile de Nigel, on avait énormément d'huile donc en fait, c'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé avec ce qu'on avait sur Yazoo. On se disait: «Ben voilà, on a beaucoup d'huile végétale, c'est hyper sympa quand tu veux faire tes petits mélanges et tout». Tu as quelques shampoings, quelques, tu sais, macérations pour les cheveux et tout et donc c'est à partir de là, on a commencé et l'idée, c'était de se dire, «Oui, alors, on veut faire une marque un peu Shabia», tu vois? Genre qui parle à tout le monde, avec un price point pas trop cher, tu vois? Donc, à l'époque, je sais qu'on vendait de l'huile de ricin à 17 dirhams, ça me marquera toujours, tu vois? Parce que, bah, c'est pas du tout cher, tu vois? Donc en fait, c'est comme ça un petit peu que ça a commencé. Et alors, qu'est-ce qui t'amène à mettre ton nez dans la chimie? C'est très simple, j'avais pas le choix. En fait, le chimiste qu'on avait est parti, il répondait plus et tu sais, nous, au bout d'un moment, on veut bien faire les choses. Donc en fait, dans chaque chose que tu fais, bah, bien sûr, tu dois avoir un accompagnement réglementaire. Donc en fait, on commence à lui demander, toute la documentation, toutes les analyses, tous les trucs et tout et bon, je pense que tu sais, c'était un monsieur d'un certain âge et je pense qu'il avait plus forcément, en fait, le gain, tu vois? Genre, il avait plus forcément la volonté de s'engouffrer dans un truc un peu carré et tout. Lui faisait ça par plaisir, tu vois? Enfin, mais il fallait pas lui en demander beaucoup plus. Donc déjà ça, donc déjà c'est la première chose, j'avais pas le choix et en fait, à un moment quand il répondait plus, tu te disais: «OK, bah, en fait, j'ai plus de business. J'ai pas de chimiste, j'ai pas de business. Qu'est-ce que tu veux que je mette en place comme produit? Enfin, c'est pas possible, faut bien que je vende quelque chose. Faut que j'ai de la nouveauté et tout» et on commence à chercher, mais en fait, ça coûte hyper cher, les chimistes. On est dans une situation où on pouvait pas du tout se permettre, de recruter quelqu'un en interne, ni de recruter un consultant parce que, bah, on n'avait pas les fonds. Nous, en fait, toute la boîte, on n'a pas du tout levé de fonds, on n'a pas du tout pris de leasing, de crédit. On a tout commencé avec le peu d'argent qu'on avait, vraiment. Et donc à chaque fois qu'on vendait, on réinvestissait. On vendait, on réinvestissait, on vendait, on réinvestissait. Donc en fait, pendant des années, on s'est pas du tout payé, on s'est pas du tout rémunéré, parce que pour nous, c'était nécessaire de construire les fondations. Et donc, bah, quand le fameux chimiste est parti, et à ce moment-là, en fait, parallèlement, on travaillait aussi sur, Prodigia, donc le labo et le labo, c'est des machines, qu'on avait fait construire, des savonneuses, tu vois? Des machines pour faire les savons, des extrudeuses à savon, on avait des mélangeurs et en fait, petit à petit, tous les clients qui nous prenaient des savons, ils venaient, ils disaient: «Bah, en fait, on a besoin d'autre chose. Il faut nous proposer autre chose. Il faut nous proposer des crèmes, des huiles, des sprays, des trucs. On peut pas juste rester avec du savon donc allez-y, go», tu vois? Enfin, et là, on était en mode: «Pas de chimiste, on a des machines vides, on n'a pas de connaissances, on sait pas ce qu'on fait» et les clients sont demandeurs quand même, tu Mmh. vois? Enfin, on fait quoi? Et donc moi, au début, je passais des heures sur YouTube et je mélangeais des huiles ensemble, ou alors je mélangeais des huiles et du sucre ou des huiles et du café, tu vois? Je prenais pas trop de risques. J'étais en mode: «OK, on va juste présenter quelque chose et puis voir si ça prend ou pas» et là, je voyais que ça commençait à prendre et j'étais un petit peu en panique, tu vois? J'étais en mode: «OK, OK, très bien, jusque-là, je gère, mais en fait, je peux pas gérer beaucoup plus que ça» et en fait, ça arrive pile poil avec le covid. Et donc, moi, je décide d'entreprendre un bachelor, donc une licence en chimie et en même temps Covid arrive. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est parfait. On va faire ça, tout s'arrête, c'est nickel, je vais avoir le temps de monter au créneau sur la formulation». Et je m'attendais pas à ce que ça le Covid dure aussi longtemps, hein, que ce qu'il a duré, il a duré 2 ans. Mais en même temps, mes études ont duré 3 ans, donc C'est plus ou moins ce qu'il te fallait. franchement, c'est ce qu'il me fallait. J'ai l'impression que c'était exactement, le bon truc au bon moment et du coup, j'ai entrepris la licence et dès la première année, en fait, j'étais déjà bien lancée sur certaines, tu vois, sur les basiques. Donc déjà, dès la première année, je pouvais déjà lancer les basiques et puis la deuxième année, on était sur d'autres choses et puis la troisième année, bon, c'était des produits encore plus compliqués que je ne fais même pas aujourd'hui, genre typiquement les colorations, les trucs comme ça, c'est Mmh. pas forcément mon délire. Mais bon, ça faisait partie, du cursus. Et alors toi, au moment de reprendre ces études-là, scientifiques en plus, est-ce que tu as quand même des doutes, sur ta capacité
à déjà entreprendre des études scientifiques, en plus de ton job, tu es déjà maman à ce moment-là? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si j'avais un doute, je l'aurais pas fait. Alhamdoulilah que j'avais pas de doute. J'avais pas le luxe d'avoir un doute. La En mode Lily nécessité Aliyah, plutôt. tu vois? Genre, en fait, encore une fois, la nécessité, survival state, tu arrives à un moment, tu te dis: «OK, je suis au bout du mur, donc c'est soit ça, soit rien. Soit on arrête tout et puis on va faire autre chose». Mais c'est clair. Non, pas de doute, j'étais persuadée que j'allais y arriver, enfin et genre même aujourd'hui, tu me poses la question, tu me dis: «Est-ce que demain tu es capable de devenir ingénieur mécanique?» Mais bien sûr, mais demain je commence, hein, enfin j'ai aucun souci, il y a Donc rien qui ton m'arrête. estime en toi est carrément rétablie en tout cas. Mais j'y ai même pas pensé, tu vois? Enfin, tu te dis même pas, «Oui, je peux pas y arriver, je suis trop nulle». Tu te dis: «J'ai pas le choix». Heu, C'est limite, tu te dis: «Alhamdoulilah, en fait, que tu arrives dans une situation où tu te dis: "Je n'ai pas le choix" et donc the only way up is up, en fait, c'est tout, tu vois? Tu as pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Quand tu as trop d'options et que tu te poses trop de questions et tu commences à douter, tu fais rien. Donc je suis bien contente de m'être retrouvée dans cette situation, franchement, ouais. Effectivement, là où c'était compliqué, c'est sur la gestion du temps parce que mine de rien, ce sont des études qui sont, moi, j'ai pas trouvé particulièrement difficile d'un point de vue contenu, parce qu'une fois que tu mets ta tête dedans, ça y est, tu es dedans. Mais d'un point de vue gestion du temps, c'est très compliqué parce qu'effectivement, j'étais maman en 2018 de Jalil, il est né en 2018, et à ce moment-là, ça commence à germer dans ma tête. J'avais pas forcément peut-être que j'étais, en fait, dans le déni parce que je me disais pas: «Ça va prendre 3 ans». Je me disais: «Ça va, je vais faire un truc, je vais essayer de trouver tu sais, genre, une un diplôme formation en 9 certifiant». mois, Voilà, un mmh, diplôme certifiant, une formation, un truc comme ça et en fait, à force de regarder, j'étais en mode: «Attends, mais je vais pas faire un truc, voilà, c'est pourri ça, j tant qu'à faire, autant y aller vraiment», tu vois? Genre et autant bien le faire et autant être bien accompagné jusqu'au bout. Et donc du coup, tu sais, c'est petit à petit que tu te retrouves dans cette situation. Mais c'est vrai, je dormais pas la nuit, mon premier bébé, enfin, il a pas dormi pendant 2 ans et je me rappelle que le matin, j'allais au travail, enfin, j'allais déposer à la crèche, j'allais au travail, je revenais le soir, à 5h30 pour, l'allaiter, et ensuite je restais un petit peu avec lui. Je le couchais vers 8h30 et ensuite je restais debout à bosser, 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 bosser jusqu'à ce que lui se réveille encore à 2h30 et ensuite là, j'allais au lit et je l'allaitais 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, tu vois? Genre, j'ai l'allaitement qui ne se termine jamais, c'était Jalil, c'était mon premier, tu vois? Et le lendemain, j'étais tellement KO, du coup, bah, mon mec, le déposait et moi je dormais un peu jusqu'à 10h et ensuite rebelote. Voilà, rebelote. C'était ça mes journées. Donc effectivement, j'ai beaucoup avancé sur, très peu de sommeil, mais par rapport à la première fois quand j'étais en conseil, cette fois-ci, j'essayais d'écouter mon corps. Je me disais: «C'est pas grave en fait. Je prends une semaine de retard et c'est OK. Enfin, c'est pas la fin du monde. Je trouverai le moyen de rattraper plus tard». Ou alors je disais à maman: «S'il te plaît, garde, mon fils. J'ai besoin de me retrouver seule, pour pouvoir avancer et tout ça». Donc alhamdoulilah, j'avais de l'aide, j'avais un village, j'avais un époux qui m'a énormément soutenue et épaulée en fait dans toute, cette période. Et j'aurais pas pu le faire sans, clairement quoi, clairement. Et puis je sais que j'ai accouché alors quand j'ai accouché du deuxième, je venais à peine d'être diplômée. J'ai eu mon diplôme après mon deuxième, donc en fait, c'était toute cette période-là, en fait, qui a ouais, donc ça a et accompagné ta cet première entre-deux. maternité et ta Ouais, deuxième grossesse. ouais, 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 ouais et franchement, ouais, je peux pas dire que c'était simple tous les jours. Il y avait énormément de stress, il y avait aussi énormément d'attentes, en fait, par rapport au travail, hein, parce que mine de rien, tu apprends de ce côté, mais tu dois aller délivrer de l'autre côté aussi. Mais mais en fait, le fait d'être en apprentissage permanent, c'est aussi ça ce qui m'a redonné confiance en moi, ce qui m'a permis de continuer d'avancer avec, un petit peu plus de certitude, et je pense que c'est nécessaire, tu vois? Enfin, à chaque fois de continuer d'apprendre.
Mmh. Ouais. Alors aujourd'hui, tu fais partie des personnes clés derrière Yazine. Du coup, donc c'est une marque, Ouais. marocaine de cosmétiques clean, éco-responsable et efficace, ça je peux le certifier. C'est quoi ton rôle aujourd'hui au sein de Yazine? Alors Yazine, déjà, faut savoir que Yazine et Prodija, c'est la même, famille. En fait, on travaille tous en famille, donc il y a mon mari, il y a mon beau-père, il y a mon beau-frère, il y a ma belle-sœur. En fait, on est beaucoup et on travaille en famille. C'est une joyeuse famille. Si Mohamed, en fait, a créé, a imaginé la marque quand il était déjà en école de commerce, lui. Mais quand j'ai repris la main sur, toute la partie technique, donc toute la partie formulation, je me suis quand même un peu approprié la marque et je me suis dit: «En fait, je vais lancer des trucs qui me font kiffer» et notamment ça arrivait aussi avec mes grossesses. Donc je me disais: «Ouh là, enfin, les autres marques, des grands groupes, avec des petits logos verts où il y a marqué "testé dermatologiquement", vous êtes bien sympas, mais c'est enfin, je j'ai pas envie de me mettre, des trucs, chimiques, issus de la pétrochimie, sur mon corps. J'ai pas envie de mettre de parfum, j'ai pas envie de mettre de perturbateurs endocriniens et surtout pas à cette période de ma vie où je sais que je suis une éponge et j'absorbe tout. Tu donnes Heu, tout à ton fœtus, quoi. voilà, tu es enceinte, tu allaites, enfin et puis c'est des périodes, où même toi tu es en contact de ton enfant, même si toi tu te dis: «J'ai envie d'utiliser des trucs chimiques», mais oui, mais fine, mais ton enfant il est avec toi en permanence donc forcément tout ce que tu utilises il est en contact avec. Donc j'ai vraiment eu cette prise de conscience et au à un moment, en fait, j'étais tellement anxieuse par rapport à l'utilisation de produits chimiques que je me lavais les cheveux avec du Rassoul et des œufs, tu vois? Et bon, c'est bien sympa de se laver les cheveux avec du Rassoul et des œufs, mais ça va pas durer longtemps parce que c'est tellement, mais tellement galère que tu vas le faire une fois, tu vas pas le refaire. Donc je me suis dit: «Il va falloir qu'on trouve une solution pour pouvoir utiliser des produits naturels, sans produits chimiques, sans parfum et surtout faciles à utiliser et qui sentent bon». Parce que Mmh. mine de rien, moi quand je vais prendre ma douche en tant que maman, c'est mon moment, c'est mon petit moment à moi. J'ai envie que ce soit un plaisir donc j'ai posé toutes mes exigences et tout et je me rappelle, que je commençais à poser mes exigences et quand je travaillais avec mes collègues, de l'école et je leur disais: «Voilà ce que je vais faire, voilà et tout», ils me disaient: «Ah non, mais ça franchement, tu te mets dans un truc, c'est pas possible, ça va être trop compliqué. Pourquoi tu te prends autant la tête?» «Bah, mais un petit PEG, c'est pas grave». Les PEG, c'est enfin, c'est des ingrédients pétrochimiques qu'on met, quasiment dans tous les shampoings et tous les gels douche pour que le shampoing et le gel douche soit bien visqueux, tu vois? Genre soit bien gel, tu vois? Mmh. Et moi, j'étais en mode: «Ah mais c'est non, c'est mort, je mettrai pas de PEG». Enfin, c'était ma limite et du coup, j'ai travaillé, j'ai essayé, j'ai échoué, j'ai travaillé, j'ai refait. Bah, tu vois, typiquement le shampoing, on a fait 59 versions. 59 versions! Tout ça parce Waouh! que je ne voulais pas utiliser de PEG pour pouvoir faire tenir le shampoing. Donc en fait, toutes les versions du début, elles étaient séparées en 2, tu vois? Genre, tu avais une partie au fond, une partie en haut. Bah ouais, bah, c'était comme ça. C'était absolument nécessaire pour moi parce que j'avais besoin d'avoir un truc qui soit propre, mais en même temps shampoing. C'est-à-dire que quand tu le mets, il mousse, il lave hyper bien, il laisse pas les cheveux, avec des frisottis et tout. Mais j'avais besoin qu'il réponde à tous les critères sans exception. Donc 59 versions, 2 ans. 2 ans de développement, je pense on est arrivé, à la version finale à peine l'année dernière, je pense au mois d'avril de l'année dernière, donc 1 an et quelques, quoi. Mmh. Donc mais c'est mon comment te dire? C'est ma fierté. Et c'est un best-seller, il me semble. C'est ouais, c'est le best-seller avec le déo. Bah, Mmh. pareil le déo. Bah, pareil le déo, on a fait une centaine de versions. Enfin, le nombre de tubes qu'on a jetés, mais je pense que tout ce qu'on a importé comme tube la première fois, on les a jetés. C'est pour te dire à quel point, on l'a refait, re-refait, re-refait, re-refait. Alors on n'a pas une lab queen tous les jours entre les mains. C'est quoi la bonne routine skincare pour la trentaine? Moi, je vais vous donner ma bonne routine skincare pour ma trentaine. Et bien sûr, ce que je dis à chaque fois, c'est que chacun sa peau et c'est aussi notre travail d'apprendre à la connaître, voilà. Donc mais moi, mes kiffs, c'est, toujours laver mon visage, donc avec un cleanser. Moi, ce que j'aime, c'est, bah, la mousse, en fait, de Yazine, tu vois?
Je la trouve très agréable et très rafraîchissante et très énergisante, donc vraiment je l'aime beaucoup et ça, c'est matin et soir. Je ne vais pas me coucher sans me laver le visage, que je sois maquillée ou pas. Ensuite, tous les soirs, je vais mettre un acide lactique. Et en fait, l'acide lactique, c'est ce que je préfère. En fait, je pense que c'est même devenu un mème. Dès que les gens me voient, ils me font: «C'est bon, acide lactique?» et en fait, l'acide lactique, voilà, j'ai une bouteille par semaine. Je le mets partout. J'adore ça. Je trouve ça mieux, tu vois? Là, il y avait une mode, un peu une trend, et moi, j'aime pas trop les trends parce que je trouve que ça a pas beaucoup de fond. Il y avait la trend de l'acide glycolique, tu vois? Genre, où les Mmh. gens mettaient beaucoup d'acide glycolique. Moi, je trouve que l'acide lactique, c'est tellement mieux, mais c'est tellement mieux. C'est moins agressif. Ça a exactement le même, effet que l'acide, glycolique et surtout tu peux l'utiliser, mais partout. Tu te le mets sur ton cuir chevelu si ça te démange, si tu as des petites pellicules, des trucs comme ça. Tu peux te le Donc mettre sur le dos si tu as des ingrédient boutons dans le dos. secret, ça marche, c'est Mais tu noté. sais, genre quand tu as tu sais la peau de fraise là, quand tu as la peau un peu, granulée, que tu as envie de la lisser un peu, tu mets dessus. Ton visage, tu mets dessus, mais il y a pas un truc sur lequel, j'adore. Tu vois, genre, pour moi, l'acide lactique, c'est un peu, le bicarbonate de soude. Tu sais, à un moment, on Mmh. disait: «Tu as un problème, bicarbonate de soude». Mmh. Bah, pour moi, c'est pareil. J'adore, l'acide lactique. Donc celui-là tous les soirs et puis ce que ça va permettre de faire, c'est ce qu'on appelle un exfoliant enzymatique. Donc ça va venir, désincruster la peau, enlever les petites peaux mortes, pour pouvoir favoriser le renouvellement cellulaire. L'autre ingrédient que j'adore et que je mets qu'en hiver, c'est le rétinal, pas le rétinol. Pourquoi j'aime bien? Bah, parce que de un, il agresse pas la peau, contrairement au rétinol où vraiment tu te retrouves avec une peau déshydratée, puis le rétinol, faut pas oublier que, les rétinoïdes de manière générale sont aussi des ingrédients qui sont utilisés par les dermatos, mais c'est plus du de la prescription médicale, tu vois? Enfin, les gens qui te mettent du rétinoïd tous les soirs alors que ton dermato t'a pas demandé, je trouve que c'est un peu exagéré et surtout, ça a des effets secondaires sur, les fonctions rénales et cetera. Moui. Moi, c'est pas du tout ce que j'utilise un rétinal. Donc déjà, je peux en utiliser autant que je veux, ça n'agresse pas ma peau autant Le rétinol. que les autres et surtout c'est dérivé de tu vois, genre de champignons. Donc en gros, c'est naturel, tu vois? J'ai pas de risque à utiliser le rétinal. Les femmes allaitantes peuvent l'utiliser aussi, tu vois? Alors il est pas encore lancé chez Yazine, on attend très vite. Mmh. J'ai Stay tuned. pas de date. Tu n'as pas de date à partager, Mais ça marche. on ça fait déjà 2 ans, en fait, qu'on le teste, qu'on le fait valider et tout et c'est une pépite, mais une pépite. Je pense que vous allez adorer et puis ensuite, bah, une crème. Toujours une crème, celle que tu veux, mais une crème. That's it. Merci pour ces conseils. Alors ton chemin de réinvention, c'est aussi joué dans ta vie, personnelle. Donc, tu nous as parlé de ton burn-out. Tu as aussi mal vécu un premier accouchement et puis tu as eu un second accouchement, à la maison cette fois-ci. Comment est-ce que, ces expériences ont transformé tes croyances? Écoute, c'est une question, qui a toute son importance parce que je pense que, la manière dont j'ai vécu ma maternité, ça a aussi énormément conditionné, ma personnalité et mes choix de vie en fait de manière générale et aussi comment moi-même je me percevais. Tu vois? Enfin, c'est un petit peu, comme enfin, tu vois, quand on dit la matrescence, mais ça a été aussi ma naissance à moi, ma renaissance à moi et puis, qui m'a donné en fait les outils pour me redéfinir comme moi j'avais envie. Donc c'est en ça que c'était très important et en fait, le premier accouchement que j'ai eu par césarienne, alors que c'était pas censé être le cas, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais suivie par un médecin, très connu de la place. Puis au bout à la 36e semaine, elle me dit: «Non mais de toute façon, tu je te trouve un peu trop petite, et puis ton bassin est un peu trop petit pour accoucher par voie basse». Je dis: «Excuse-moi, enfin, c'est nouveau? C'est quoi cette histoire?» Ma mère a accouché par voie basse, ma grand-mère a accouché par voie basse, mon arrière-grand-mère a accouché par voie basse, donc d'où ça sort? Elle me dit: «Non, je le sens». Je lui dis: «OK, ça marche, très bien». J'ai pris mes affaires, je suis sortie de là en larmes, parce qu'en fait, j'avais fait le choix de donner le pouvoir de ma naissance, de mon corps, à cette dame, à ce médecin. C'est moi qui lui avais donné. Elle m'a pas forcé.
Donc bien sûr, elle pousse ses pensées, ses réflexions. Bah oui, fine, mais moi je suis pas obligée de les accepter. Donc je suis sortie de là en pleurant, vraiment, tu sais, tu as 36 semaines de grossesse et le truc, c'est que c'est connu ici au Maroc. Tout le monde te dit: «Mais tout le monde est OK pour la voix basse jusqu'à ce que tu arrives à la fin et on te dit que tu as un problème». Je me disais: «Moi, non, ça m'arrivera pas, impossible. Non, non, personne ne me le fera». Le soir me l'a fait. Donc je suis sortie de là, je suis allée chercher un autre, médecin, qui était, sous pro voix basse. Je suis allée chez lui, il m'a dit: «Bah, écoute, moi, je vois pas du tout de souci à ce que tu accouches par voix basse. Il y a aucun problème». Le jour J arrive, je pense que j'étais à 38 semaines, comme ça, je perds les os et je commence à m'exciter toute seule. Je m'excite toute seule, j'étais tellement heureuse et excitée à l'idée d'accoucher, j'étais en train de sauter dans tous les sens, monter, descendre des escaliers, squatter, courir, et puis les sages-femmes me disaient: «Mais calme-toi, tu vas fatiguer», tu vois? Je dis: «Non, non, non, je vais bien, ça va le faire, je suis trop forte». Bah, écoute, 2:30 du matin, j'étais à terre, j'étais limite inconsciente, j'étais incapable de respirer tellement je la douleur m'avait handicapée. Le médecin voulait pas me mettre de comment on appelle Péridurale? ça? La péridurale parce que le cœur du bébé était trop bas et du coup, il avait peur que ça baisse encore plus le cœur du bébé. Il voulait pas non plus me mettre d'ocytocine, pour, accélérer le travail parce que, bah, du coup, il tu étais obligé d'avoir ça avec la péridurale. Donc du coup, en fait, j'étais en souffrance, ça faisait, 20 heures ou 22 heures que j'étais en train de sautiller dans tous les sens et j'arrivais plus à gérer la douleur. Après, on a fait une écho pour voir pourquoi ça n'avançait pas, normalement et il s'est avéré que mon bébé, tu vois, genre, il avait fait un espèce de il était pas en siège, mais il était dans une position, ce qu'on appelle oxytosacrée, donc en fait, ça a beaucoup, beaucoup de mal à descendre. Et puis c'est à ce moment-là où les hommes autour de moi, donc mon mari, mon gynéco et l'anesthésiste, ont décidé que j'allais partir en césarienne. Voilà. Donc j'ai vécu ma première césarienne à ce moment-là. Je le dis avec beaucoup de bon, je suis un peu sarcastique, hein, mais c'est un petit peu ça ce qui s'est passé. C'est que encore une fois, je me suis retrouvée dans une situation où mon pouvoir, ne je l'avais donné à quelqu'un d'autre, tu vois? Mmh. Et en fait, je pense qu'aussi c'était un petit peu la avec la baisse d'hormones et ça, c'était un petit peu la fois de trop parce que j tu vois, genre, tu te retrouves dans une situation où encore une fois, tu te dis: «Je suis pas capable. Je suis pas capable de mettre au monde normalement. Toutes mes ancêtres l'ont fait, mais moi, j'ai pas su». Je me rappelle les gens qui venaient me visiter à la clinique et qui me disaient, «Quoi? Tu as accouché d'un bébé de 2,8 kg et tu as pas pu le sortir par voie basse?» Les gens sont atroces, tu vois? Enfin, à ce moment-là de ta vie, ils réalisent pas à quel point tout ce qu'ils peuvent dire peuvent rester mais marqués et puis te blesser à vie. Donc j'ai mis beaucoup de temps à en sortir, et à accepter en fait que it's okay, tu vois? Enfin que Mmh. les conditions n'étaient pas réunies pour que, j'accouche comme je voulais accoucher et puis, il faut aussi que je fasse preuve d'humilité, de se dire que parfois il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, that's okay. Mmh. Quand on a voulu avoir le deuxième et puis, bah, j'étais enceinte et puis c'était le tout début et tout, je suis allée voir le même médecin que j'adore et que j'apprécie beaucoup. Je lui ai dit: «Mais en fait, ce qui s'est passé la première fois, ça va pas se passer, demain c'est fini. Je déciderai de chaque étape et de comment ça se passe» et il m'a regardée, il m'a dit: «Moi, j'ai aucun souci. Moi, tant que les médicalement ça va, il y a aucun souci, tu feras ce que tu veux». Donc c'est comme ça que j'ai décidé de vivre, une seconde grossesse, en pleine conscience. Et donc ça passe aussi par, se dire que it's okay, peu importe ce qui se passe, it's okay. Il faut être dans l'acceptation de ce qui va arriver, de se dire que, ben, on est 2 en fait. C'est pas moi qui ai besoin d'être forte. C'est nous 2 qui avons besoin d'être, en symbiose pour que tout se passe bien. Que, contrairement à une activité sportive, accoucher ne demande pas de la force, ça demande de lâcher prise Mmh. et en fait, le lâcher prise, c'est la chose la plus facile à dire aux gens, mais la plus difficile à faire. Il y a rien qui m'énerve plus que quelqu'un qui me dit: «Mais lâche prise!» mais le concept même du lâcher prise est un apprentissage qui est très compliqué. Une fois que tu l'atteins, ça y est, en fait, tout décolle, Mmh. mais tant que tu retiens, ça marche pas.
Et donc en fait, j'ai énormément travaillé sur cette problématique que j'ai toujours d'ailleurs, de contrôle. Il faut que je contrôle tout. Il faut que tous les paramètres soient bien carrés, que Hada soit géré. Et j'ai compris en fait à ce moment-là que ça ne dépendait pas de moi, que tout ce que je pouvais faire, c'était prier et relâcher la Shukrillah, tension. comme on dit en arabe. Tawakkul, je te jure, tawakkul, c'est hyper important. Tawakkul, ce n'est pas entre mes mains, tout ce que j'ai à faire, c'est de lâcher. Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai tout lâché? Non. En fait, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, OK, alors voilà ce qu'on va faire. Pendant les 7 premiers mois, je vais être une première de la classe. Et en fait, je vais lire tous les livres. Mais ça y est, à partir de 7 mois, je vais tout ranger. Et c'est fini, je vous promets, c'est fini. Après ça, je fais plus rien. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et en fait, ça m'a rassurée de me dire ça, parce que je me disais quand même, كتبردي على رضايق, tu vois, genre, tu as ce besoin d'aller récupérer l'info, d'aller chercher et tout. Et donc du coup, j'ai fait ça un peu, mais je me suis dit: «Il faut que ça s'arrête, tu peux pas aller jusqu'au bout comme ça». Et donc du coup, c'est voilà. Et puis je me suis dit: «Je vais me faire accompagner, je veux me faire accompagner par une doula, ou une sage-femme, ou par une femme, en plus de mon mari qui sera présent bien sûr». Et puis j'avais besoin que cette personne ne soit pas ma maman ou quelqu'un de ma famille parce que j'avais besoin de quelqu'un d'externe. Et puis là, à ce moment-là, je me suis dit: «J'ai besoin de, trouver vraiment quelqu'un avec qui je connecte, avec qui, le courant passe, avec qui il y a une espèce de sororité qui se crée». Et c'est comme ça que, ben, ma copine, m'a présenté en fait, elle avait accouché à la maison avec sa sage-femme. Et c'est fou parce que moi j'avais pas du tout prévu ça, parce que tu sais après une césarienne, tu accouches pas à la maison, enfin c'est pas du tout envisageable. Que Déjà même accoucher par voie basse après une césarienne, ça reste ça reste une un exploit. discussion, en effet, ouais. Ouais. Alors accoucher à la maison, c'était pas du tout envisageable. Mais en fait le truc c'est que c'est comme le principe même de la manifestation, tu vois? Genre de la visualisation. À partir du moment où quelqu'un l'a fait, tu normalises. Tu vois? Tu normalises entièrement la chose. Donc du coup, ma copine me dit: «Ah ben voilà, j'ai accouché à la maison, ça s'est super bien passé, voilà, c'était top. Voilà ma sage-femme. Si tu veux, elle fait des accompagnements à la maison, mais après elle t'accompagne à la clinique». Elle faisait très souvent ça. Je fais: «Bah ça fait fine», tu vois? Enfin, on va faire ça. Et puis, bah, du coup, j'avais pris, bah, la sage-femme pour m'accompagner à la maison, pour rester avec moi, pour me faire des petits massages, pour me préparer les bains. Écoute, c'était ça le plan, à la base. Même mon mari me regardait, il me fait: «Tu me la fais pas à l'envers, hein, tu n'accouches pas à la maison». Je dis: «Mais non, ça va pas, jamais de la vie». C'est Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, mon fils avait covid, le grand. Et du coup, je l'ai laissé avec mon mari à la maison et moi, je suis partie chez mon papa. Je leur ai dit: «Les gars, je m'en vais, moi, j'ai pas envie d'attraper le Covid et j'ai pas envie d'accoucher avec le Covid, c'est mort. Donc je vais aller me poser avec mon papa et puis vous restez confinés à la maison». Et donc c'est ce qu'on a fait. Et à un moment, j'envoie un message à 17h, j'étais à 37 semaines de grossesse, il me semble. J'envoie un message à 17h à mon mari et je lui dis: «Écoute, garde ton téléphone allumé, on sait jamais». Il m'a dit: «Mais tu rêves, c'est trop tôt, trop tôt. Jamais tu vas accoucher aujourd'hui». Je fais: «OK, mais juste garde ton téléphone allumé». Il m'a dit: «OK». À minuit, je l'appelle, je lui fais: «Il faut que tu viennes». Il m'a dit: «Quoi?» Je fais: It's «Non, non, il faut que happening. tu viennes». Et il m'a dit: «OK, j'arrive». Et alhamdoulilah, il est arrivé en 20 minutes, vraiment, il a speedé. Et puis du coup, la sage-femme, on l'appelle sur la route, elle a dit: «Non, non, j'y crois pas du tout, je suis sûre que c'est une fausse alerte». Je lui dis: «Tu lui dis de venir». Genre, je sais, I know, tu lui dis de venir. Et donc quand elle est arrivée, et je sais pas à quel point on va rentrer dans les détails de cet accouchement ou pas parce que j'ai pas envie que ça se Tu es transforme. bien lancée, Inès. Oh merde! Non, mais dans les Non grandes mais lignes. ouais, voilà, quand elle est arrivée, ça se passait hyper bien et ça avançait beaucoup plus vite que ce qu'on espérait. Et à un moment, elle me disait: «Bon, yallah, il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille à la clinique». Et je répondais pas. Elle me disait: «Elle est où ta valise? Je vais aller la mettre dans la voiture». Donc Et je sur le répondais pas. moment, en fait, tu décides d'accoucher à la maison. Et je lui dis: «Je bouge pas». Elle m'a dit: «Comment ça tu bouges pas?» Je fais: «Je bouge pas». Elle me dit: «Est-ce que je déballe les affaires?» Je lui dis: «Tu déballes». Elle me dit: «Tu es Heu, sûre?» Je lui dis: «Tu déballes». Et donc en fait, bah, une demi-heure après, ça y est, c'était fini. Qu'est-ce que ça a réparé du coup, cet accouchement? Heu, on a décidé ensemble avec le bébé, tu vois? Et en fait, l'ownership de son corps, c'est hyper important. C'est ça ce que ça a réparé, c'est que je ne suis pas,
ma vie et celle de mon enfant ne sont pas dépendantes d'un médecin. Est-ce que ça rassure les gens d'aller chez les médecins pour pouvoir accoucher? Fine et c'est très bien, c'est très, très bien comme ça. Mais en fait, moi, j'avais besoin de reprendre le dessus sur mon corps, la responsabilité sur mon corps et celle de mon bébé et j'avais besoin que tout se déroule, heu, comme moi, je voulais. Pas d'un point de vue du contrôle, mais d'un point de vue de la conscience. C'est-à-dire que si à un moment je me disais: «En fait, je sens que ça va pas du tout, j'ai besoin d'aller me faire aider, j'ai besoin d'aller à la clinique parce qu'il faut qu'on passe à autre chose», je serais allée, mais ça aurait été mon choix. C'est pas quelqu'un qui m'a mis la pression et me dit: «Ah, mais tu vas mourir et ton bébé va mourir» et en fait, elle dit que la pression, ça ne marchait plus sur moi. Tu vois, cette pression, sociale de se dire que si tu ne vas pas à la clinique, tu mets en danger ta vie et celle de ton enfant, moi, ça ne marche pas sur moi. Maman a accouché à la maison du premier, tu vois? Ma grand-mère a accouché de tous ses enfants à la maison. Mes arrière-grand-mères, pareil, tu vois? Et il faut dédiaboliser ça. Si tu as un problème qui identifie toute ta grossesse, fine, tu vois? Mais moi, c'était pas mon cas. Inès, on arrive à la fin de l'interview. Si tu prends un moment pour reconnecter à la Inès fraîchement diplômée, et que tu observes, bah, tout le chemin parcouru, qu'est-ce que tu ressens? Écoute, la différence de quand j'étais entre maintenant et quand j'étais fraîchement diplômée, c'est que, quand j'étais fraîchement diplômée, j'étais en dépression. Donc j'étais malheureuse. Aujourd'hui, je suis heureuse et je ressens énormément de gratitude. Je suis plus en train de courir, hem, contrairement à quand j'étais étudiante. Donc je pense que la moi étudiante ne comprendrait même pas ce que je raconte aujourd'hui et de me dire ça, c'est assez important pour moi parce que, ça me fait voir, le la longueur du chemin que j'ai fait. Tu vois? Tu Voilà, ressens de donc l'émotion? ouais, énormément d'émotions et de gratitude envers le chemin accompli, ça c'est sûr et certain et alhamdoulilah, tu vois? Franchement beaucoup de gratitude, je Mmh pense. mh. Beaucoup de gratitude parce qu'aujourd'hui j'ai tout, tu sais, genre quand tu fais une checklist, heu, ma checklist elle est checkée depuis longtemps, tu vois? J'ai ma checklist elle est finie. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Quel message tu aimerais, transmettre à des auditeurs qui veulent se réinventer? La réinvention, c'est tous les jours, hein. C'est pas changer de diplôme ou changer de la réinvention, c'est tous les jours. C'est parfois uniquement changer la manière de réfléchir ou changer d'avis sur un sujet. C'est déjà une réinvention en soi et ce qu'on oublie, c'est que parfois on oublie, hein, mais ce qu'on oublie, c'est que tu sais, il y a une accumulation. Si tous les jours tu changes une petite chose, au bout d'un an, c'est exponentiel le changement que tu as accompli. Et j'entends que parfois ça puisse faire peur en fait de se dire: «Je laisse tout ce qu'on appelle la spirale de l'engagement». En fait, tu te dis: «Je vais laisser tout ce dans quoi j'ai investi toutes ces années pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau». Mais tu ne laisses rien du tout parce que tu as appris et tout ce que tu as fait jusque-là, tu as appris et en fait, tu ne fais que consolider vers un nouveau chemin. Un grand merci Inès pour ta participation à ce Merci. podcast. Merci Hem, Aïcha. C'était ah, trop bien de discuter avec toi. Franchement, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour les questions avec très pertinentes. plaisir, avec plaisir et puis on te souhaite, bah, autant, d'alignement que tu sembles aujourd'hui, en avoir et puis, que cette checklist, te soit, voilà, conservée, comme telle. Merci beaucoup Merci beaucoup. Inès. À Merci, bientôt. à très vite.